Snow out of here. Where are you, Jake? En 1990 sort L'échelle de Jacob de Adrian Lyne, un film mêlant suspense et horreur psychologique. Un vétéran du Vietnam, Jacob Singer est torturé par ses souvenirs de la guerre, hanté par la mort de son fils et tourmenté par ses démons intérieurs. Au regard des scènes tantôt monstrueuses, tantôt énigmatiques, le film nous laisse un grand nombre de questions. Pourquoi ce lit d'hôpital? Pourquoi cet homme? Pourquoi ces hommes? Pourquoi cette tentacule? Et pourquoi cette femme? En fait, toutes ces questions reviennent à se demander pourquoi le cinéaste traite-t-il de son sujet ainsi? Et d'ailleurs, comment est traitée la guerre du Vietnam par les autres réalisateurs américains? Avant de répondre à la question de cette vidéo mêlant cinéma et histoire, il faut remonter plus d'une centaine d'années en arrière. Les colons, présents depuis 1858 avec la campagne de Cochinchine s'achevant en 1884 et menant à la création de l'Indochine française en 1887, qui comprend l'actuel Vietnam, Cambodge et Laos. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine passe sous autorité japonaise et cohabite avec une administration française aux ordres du régime de Vichy. Parallèlement, Ho Chi Minh, figure du communisme vietnamien, organise à partir de 1941 le Viet Minh afin de mener une lutte politique et armée pour l'indépendance nationale. Après la capitulation du Japon, l'Indochine est rétablie sous contrôle français. Cependant, le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam à Hanoï. La guerre d'Indochine née, s'étend sur 7 ans, 7 mois et 2 jours, prend fin avec la défaite française à Dien Bien Phu. Cet événement entraînera la signature des accords de Genève dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954, mettant officiellement fin à la guerre d'Indochine. 4 nouveaux territoires sont créés, Laos, Cambodge, Sud et Nord Vietnam, séparés par le 17e parallèle. Cette division devait être temporaire avec des élections nationales prévues en 1956, mais elles n'ont jamais eu lieu, en raison du Sud qui refuse l'élection et proclame la République du Vietnam le 23 octobre 1955. Ngo Dinh Diem est un président soutenu par les États-Unis, donc le SAM s'implique de plus en plus dans la politique vietnamienne, opérant une permutation avec la France. Tandis que le Nord-Vietnam, allié du RSS, soutient les partisans sud-communistes avec le Front National de Libération du Sud-Vietnam. En 1955, la guerre entre les deux blocs s'intensifie et éclate officiellement. Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu, accompagné de conseillers anticommunistes et pro-interventionnistes comme Dean Rusk, secrétaire d'État, et Robert McNamara, secrétaire à la Défense. Le 4 septembre 1961, la loi du soutien financier des États-Unis est adoptée par le Congrès américain. En 1963, environ 16 000 soldats américains sont présents au Sud-Vietnam, principalement en tant que conseillers militaires auprès du président Ngo Dinh Diem. Son régime est autoritaire, familial et népotiste. Il est assassiné le 2 novembre 1963 lors d'un coup d'État militaire sud-vietnamien. À la suite de sa mort, des gouvernements militaires vont se succéder, parsemés de coups d'État. Les États-Unis continueront de soutenir le pouvoir en place, transformant de fait le pays en un État fantoche. De leur côté, les Viet Cong mènent des attaques et gagnent du terrain. Dans les journées du 2 et 4 août 1964, les incidents du golfe du Tonkin surviennent. Officiellement, des navires lance-torpilles nord-vietnamiens auraient essayé de couler 2 navires américains. A posteriori, l'opinion publique découvrirait que ceci est une invention grâce à l'enquête de 1971, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Les États-Unis, alors présidés par Lyndon B. Johnson, ayant prêté serment le 22 novembre 1963 après l'assassinat de Kennedy. Le président et le gouvernement voient en cet incident un moyen de s'appliquer davantage dans la guerre. La résolution du golfe du Tonkin a été votée et approuvée par le Congrès américain le 7 août 1964, loi visant à accroître drastiquement l'intervention de l'armée américaine dans la guerre du Vietnam. Entre-temps, son nommé William Westmoreland, commandant adjoint du commandement des forces armées au Vietnam, et Maxwell D. Taylor, ambassadeur à Saigon. Les troupes américaines sont donc massivement déployées. Les habitants du Vietnam sont pris dans une guerre entre deux blocs, comme en témoigne le film Heaven and Earth de Oliver Stone, où des familles au centre du Vietnam sont déchirées et les traditions bouleversées. On suit la jeune Lily, adolescente enrôlée par les Viet Cong pour faire passer des messages et aider la résistance. Elle est arrêtée et torturée par les forces sud-vietnamiennes, puis menacée par les Viet Cong qui la soupçonnent de trahison. Les deux camps lui infligeront des sévices, la caméra confrontera la peau de la jeune femme aux lames et aux vers. Après cela, Lily quitte son village et commence une nouvelle vie ponctuée d'exil, de pertes, d'abus et de trahison. Mais une vie aussi habitée par la volonté inébranlable de vivre et d'avancer dans un pays occupé par les Américains où les mœurs se confrontent. Ces mêmes mœurs qui ne sont pas comprises notamment par Robin Williams dans la peau d'un présentateur radio en partie inspiré de la vie d'Adrian Crowner. Good Morning Vietnam de Barry Levinson se déroule principalement à Saigon en 1965. Le ton comique du film permet de laisser place aux improvisations et au talent de Robin Williams. Les blagues de Crowner et son goût pour la musique suscitent l'adhésion immédiate des troupes. Souvent, au cours de cette guerre, les Américains ont mobilisé des artistes,
humoriste, chanteur et pin-up. La satire de ces shows est filmée par Francis Coppola dans Apocalypse Now. Au cœur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l'épopée du capitaine Willard, chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne. Hormis ce synopsis, je n'écrirai pas davantage le film afin de laisser le plaisir à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Je montrerai juste une autre scène dévoilant la critique du réalisateur sur l'absurdité de la guerre et la folie qu'elle provoque chez les hommes. Le film enchaînant les séquences cultes comme celle-ci, maintes fois citée à raison. Tu sens ça? Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le napalm est une substance chimique composée d'hydrocarbures, notamment l'essence, et d'un agent gélifiant, utilisé comme arme incendiaire afin de brûler les zones cibles et d'infliger des dégâts immédiats, à la fois matériels et humains. Des millions de litres de substances chimiques comme le napalm sont déversés sur les terres vietnamiennes, notamment dans le cadre de l'opération Rolling Thunder. Les États-Unis lancent de vastes bombardements aériens sur le Nord-Vietnam après l'attaque des Vietcong contre la base militaire américaine de Camp Holloway le 7 février 1965. Au napalm s'ajoute le phosphore blanc et l'agent orange. Pour le phosphore blanc, c'est une arme à double fonction, utile pour cacher les mouvements de troupes grâce à des écrans de fumée et brûler les positions cibles en tant qu'arme incendiaire, l'arme brûlant spontanément au contact de l'air. Quant à l'agent orange défoliant, il est souvent utilisé lors de l'opération Ranch Hand pour une contamination durable des sols et des eaux. En modifiant l'environnement, l'armée américaine espère détruire totalement les ressources vietnamiennes. Cette stratégie s'assimile à une véritable politique de la terre brûlée. Cet agent provoque des cancers et des malformations congénitales sur plusieurs générations, le conflit enchaînant les batailles, les morts et les exactions. Un réseau massif de prostitution se développe également. On dénombre entre 300 000 et 500 000 travailleuses du sexe. Environ 9 000 cas de viol ou agressions sexuelles ont été recensés dans les archives judiciaires de l'armée américaine. Derrière ces statistiques se cachent des milliers de victimes vietnamiennes dont les voix ont été longtemps étouffées par le silence de la guerre et la machine militaire. L'un de ces cas s'est produit en 1966 lorsqu'un groupe de soldats américains a enlevé, violé et assassiné une jeune paysanne vietnamienne. Ce crime, particulièrement choquant par sa cruauté et par le contexte d'impunité qui l'entourait, était révélé au grand jour après plusieurs années. Ce drame deviendra une source d'inspiration majeure pour le film Outrage, qui met en lumière la violence sexuelle comme arme de domination. À travers la fiction, cette affaire a permis de donner une visibilité mondiale à ce qui, pendant des années, n'avait été qu'un chiffre dans les archives militaires. Dans Outrage de Brian De Palma, la violence est intime, elle s'exerce sur une femme, victime d'un viol, et révèle la brutalité des rapports de pouvoir ainsi que la perte d'humanité qu'elle entraîne. Mais cette déshumanisation ne se limite pas à la sphère individuelle. Elle se retrouve aussi dans le contexte collectif et institutionnel de la guerre. Le sergent Guignol, envoyé au casse-pipe à la suite d'un désaccord avec sa hiérarchie, il sera plongé sous les tirs et les obus en pleine offensive du Tet par les caméras de Stanley Kubrick dans Full Metal Jacket. Fête traditionnelle vietnamienne, le Tet est considéré comme l'événement le plus important et le plus festif de l'année au Vietnam. C'est pendant cette période de cessez-le-feu que le FNLSV et l'armée du Nord-Vietnam mènent l'une des plus grandes offensives de la guerre. Les attaques prennent les forces américaines et sud-vietnamiennes par surprise. L'opération se divise en deux phases, attaque aux frontières pour détourner les forces américaines des véritables objectifs, puis des attaques simultanées sur les bases américaines et sur les villes du Sud-Vietnam, en particulier Hue et Saigon. Les affrontements se bloquent jusqu'au 31 janvier 1968 à Saigon où les Vietcong ont creusé des tunnels sous la ville pour attaquer. La victoire est américaine mais le bilan est lourd. Les pertes sont immenses des deux côtés. Par une reconstitution symbolique, Stanley Kubrick montre de manière satirique la lente avancée du sergent Joker et la première section, compagnie H du 25e, pris au piège dans les croisements des ruines et des tueurs embusqués. Des batailles difficiles au cinéma comme dans l'histoire pour des soldats arrivés des camps d'entraînement américains. À Paris Island, l'homme est conditionné psychologiquement pour devenir une machine à tuer. D'abord abaissé puis humilié s'il ne réussit pas les chorégraphies et entraînements militaires. Enfin, il doit apprendre les chansons du sergent instructeur Hartman. J'adore bosser pour l'oncle Sam. J'adore bosser pour l'oncle Sam. Je me donne à lui corps et âme.
Le sergent Hartman est la personnification critique de l'institution militaire américaine voulue par le réalisateur. Par lui, Kubrick dénonce la manière dont l'armée des États-Unis façonne et uniformise les individus pour en faire des machines de guerre obéissantes. Hartman est la voix et le visage d'un système qui broie les jeunes. Son langage violent, son autorité absolue et son absence totale d'empathie traduisent la violence symbolique de l'institution militaire. Par la satire, Kubrick montre comment cette discipline extrême censée créer des soldats efficaces finit par annihiler l'humanité même des recrues. Cette critique n'est pas isolée dans le cinéma américain, elle est même un point clé pour beaucoup de réalisateurs. Des films ont mis en scène des personnages militaires qui, chacun à leur manière, illustrent les dérives d'un système rigide et autoritaire. Dans Good Morning Vietnam, la rigidité hiérarchique de l'armée se manifeste à travers les officiers qui s'opposent à Adrian Croner. L'armée est représentée comme une machine bureaucratique étouffante, étant incapable de tolérer la liberté d'expression ou l'humour, même pour motiver les troupes. Dans Outrage, la critique se fait plus tragique que satirique. De Palma met en lumière la corruption morale née de la guerre elle-même. Les compagnons d'Erickson voyant la femme vietnamienne comme un butin de guerre. À ce stade de la vidéo, un point doit être fait. Les antagonistes dépeints par le réalisateur ne sont pas directement les Nord-Vietnamiens, mais plutôt la hiérarchie militaire américaine et ses dirigeants. À l'exception du colonel Kurtz, perdu dans sa folie, développant une fascination pour les hommes qui sont de véritables machines à tuer. C'est dans ce même héritage critique que s'inscrit le personnage de Bob Barnes, interprété par Tom Berenger dans Platoon de Oliver Stone, sorti en 1986. Barnes représente le soldat endurci, façonné par la guerre qui ne voit plus de différence entre la survie et la brutalité. Il est l'opposé d'Elias, son double moral, plus compatissant. Ensemble, ils symbolisent le déchirement intérieur de l'Amérique au Vietnam. Barnes, comme Hartman, est le produit d'un système militaire qui valorise la force et la domination, au détriment de la compassion et du sens moral. Dans Platoon, les soldats au cœur de la jungle sont dépassés par les tactiques des Nord-Vietnamiens, entre les pièges dissimulés et les soldats kamikazes. Beaucoup d'entre eux choisiront de répondre à la violence par la violence, comme Barnes, créant une division au sein de la compagnie et menant à cette scène. Cette scène fait écho à un événement historique, le massacre de My Lai. Le matin du 16 mars 1968, dans la zone surnommée Pinkville, une opération de pacification est menée. Le lieutenant-colonel Baker aurait donné l'ordre de brûler les maisons, tuer le bétail, détruire les vives et polluer les puits. D'après des témoignages a posteriori, les ordres sont de tuer les combattants et les suspects, y compris les enfants et les femmes. Alors une fois que les hélicoptères se sont posés, les soldats tirent sur des personnes dans la rivière et les bosquets. Les Américains entrent dans le hameau de My Lai et le bouclent sans trouver de combattants ennemis. Les villageois étant habitués aux patrouilles américaines, ils ne paniquent pas et ne fuient pas. Ces derniers sont rassemblés par les Américains et le massacre commence. Un homme est abattu, un autre est jeté dans un puits dans lequel on lance une grenade. Des femmes et des enfants sont abattus d'une balle dans la tête. Un groupe de 70 à 80 personnes est amené à l'extérieur du village. Elles sont poussées dans un fossé d'irrigation et sont abattues, en témoignent les photos de Ronald Hiverd. Les Américains mettent ensuite le feu aux habitations et tirent sur les personnes qui en sortent. Finalement, seulement 3 armes sont trouvées. Certaines femmes sont violées, d'autres battus et mutilés, au sol, les blessés sont achevés. Les chats et les chiens ne sont pas non plus épargnés. Le pilote d'hélicoptère, Hugh Thompson, repère les blessés et lance un appel radio. Il pose son appareil et ordonne à son équipage d'ouvrir le feu sur les autres militaires si ceux-ci continuent de tirer sur les civils. Thompson signale ce massacre à ses supérieurs, mais son rapport ne fait pas le poids face à des commandants qui déclarent avoir éliminé 128 Vietcong. En réalité, le massacre a fait entre 347 et 504 victimes. Si vous souhaitez voir des témoignages de ce massacre, je vous incite fortement à regarder le documentaire Les fantômes de My Lai. Je tenais à consacrer quelques minutes à ce massacre, au risque d'être un peu hors sujet, mais pour moi, cet événement atteste de la violence de la guerre et rend légitime la critique des réalisateurs sur les soldats qui exécutent bêtement les ordres sans se poser de questions, pendant que les braves comme Hugh Thompson seront traumatisés après avoir vu toute cette folie. D'autres soldats reviendront eux aussi traumatisés de la guerre, comme Lawrence Colburn, coéquipier de Hugh Thompson. Un peu comme les personnages fictifs de Voyage au bout de l'enfer réalisé par Michael Cimino. Film se déroulant avant, pendant et après la guerre du Vietnam. Sur l'avant, Mike, Steven et Nick sont mobilisés dans la guerre en 1968. 3 ouvriers de la scierie de Clairton mènent une vie banale entre chasse, mariage et passage au bar. Pour le pendant et l'après, je ne dirai pas grand chose pour vous laisser découvrir ou redécouvrir le film. J'affirmerai juste que la mise en scène est grandiose, aussi bien lorsqu'elle sacralise que lorsqu'elle brutalise. Et qu'une fois rentrés chez eux, les 3 mobilisés seront profondément métamorphosés par les séquelles que la guerre leur a infligées. Entre les villages bombardés, les corps mitraillés, brûlés ou mutilés. Si les soldats ne rentraient pas avec des séquelles, ils rentraient malheureusement morts. C'est le cas du soldat Willow du film Jardin de pierre de Francis Ford Coppola, sorti en 1987. Après la mort du jeune homme au Vietnam, la nouvelle plonge son père spirituel, le sergent Hazard, dans le désespoir. Celui-ci l'ayant mis en garde contre cet engagement risqué. Willow est enterré avec 15 camarades dans le cimetière d'Arlington. La cérémonie est l'occasion
l'occasion pour hasard de retracer le parcours du jeune homme idéaliste, le fils d'un de ses meilleurs amis. Pour être honnête, je n'ai pas adoré le film car il comporte quelques défauts. Toutefois, il parvient à briller sur quelques scènes, notamment l'ouverture et les scènes sur la formation des jeunes recrues du bataillon de parade de Washington, qui officient au cimetière militaire d'Arlington lors des innombrables enterrements de soldats morts au Vietnam. Le point fort du film est donc son sujet original qui permet de voir les cérémonies de décès magnifiées par les plans de Coppola. Face au retour des morts en grande quantité, les Américains comprennent qu'ils ne vont pas gagner la guerre. Les premiers soldats commencent à être évacués, le président Johnson suspend les bombardements sur le Nord-Vietnam. L'Amérique propose des négociations, Ho Chi Minh demande la démission de Westmoreland. Le 13 mai 1968 apparaît sous la première séance des pourparlers. Étape diplomatique importante, mais sans réel succès. En 1969, Richard Nixon est élu 37e président des États-Unis. Il promet de régler la guerre avec son conseiller Henry Kissinger. Sauf que celui-ci, au grand étonnement de tous, décide de relancer les combats. L'armée rebombarde les positions des Viet Cong au Cambodge et au Laos. Le 2 septembre 1969, Ho Chi Minh meurt. Ses successeurs sont déterminés à mener la guerre jusqu'au bout. Quant à Nixon, en vue de l'opinion publique, il souhaite réduire les pertes américaines et que l'armée sud-vietnamienne prenne le relais. Alors, les Sud-Vietnamiens sont mieux entraînés et ont un accès restreint aux renseignements stratégiques américains, tandis que le président des États-Unis ordonne le retrait des troupes du Vietnam de 1969 à 1973. En parallèle de cette retraite, un scandale éclate. Le 13 juin 1971, l'opinion publique est profondément bousculée après la publication des Pentagon Papers qui mettent en cause l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Ces documents, ce sont environ 7000 pages de rapports. Pour simplifier, en 1965, l'analyse Daniel Ellsberg sort au Vietnam pour le compte du secrétaire à la Défense Robert McNamara. D'après Ellsberg, l'envoi de troupes n'améliore pas la situation au Vietnam et McNamara l'approuve. Sauf que celui-ci va soutenir l'envoi de troupes massifs au Vietnam sous Kennedy et Johnson. Plus tard, Ellsberg décide de photocopier secrètement un rapport sur l'évolution du conflit au Vietnam de 1945 jusqu'en 1967, révélant le double discours des différentes administrations américaines sur les chances de victoire des États-Unis. Cachant de ce fait la réalité de l'enlisement au peuple américain, les Pentagon Papers étant classés secret défense. Dans le film éponyme de 2017 réalisé par Steven Spielberg, on apprend que les documents sont d'abord imprimés par le New York Times, alors dans la tourmente à cause d'une injonction interdisant de continuer la publication des révélations. Le Washington Post se saisit de l'affaire, présidé par l'une des premières directrices de la publication d'un grand journal, Karim Graham, interprété par Meryl Streep. Graham s'associe à son rédacteur en chef, Ben Bradlee, joué par Tom Hanks, pour dévoiler un scandale d'état monumental et combler son retard par rapport au New York Times. Toutefois, les deux protagonistes se retrouvent dans un dilemme. Dans un cas, publier et se confronter à l'administration Nixon, dans l'autre, ne pas publier, s'attirer les critiques de l'opinion pour les générations futures. Les accords de Paris ont lieu le 27 janvier 1973, une signature qui scelle un peu plus la fin de la guerre. Alors que les Américains continuent d'être évacués, les Sud-Vietnamiens ont été mieux entraînés et continuent de bénéficier des renseignements stratégiques américains. Pourtant, cela ne suffit pas. Lors de la conquête du Vietnam, les Nord-Vietnamiens rencontrent peu de résistance due au massacre des civils sud-vietnamiens par les Américains. La prise de Saigon commence le 5 mars 1975. 7000 personnes sont évacuées le 29 avril de la même année. Le lendemain, les chars détruisent le portail du palais présidentiel de la ville. Les troupes nord-vietnamiennes entrent dans Saigon le 30 avril. Les dernières personnes sont évacuées à l'aide de bateaux. Le 2 juillet 1976, la République socialiste du Vietnam est proclamée. Dans quelques mois, l'expansion du communisme s'étendra au Laos et au Cambodge. À la fin de cette guerre, l'Amérique délaisse la conscription et met en place une armée professionnelle, tandis que les derniers vétérans qui ont fait cette guerre rentrent chez eux. En quelques années, l'Amérique a beaucoup changé. Des mouvements nés dans les années 1960, comme les hippies ou les Black Panthers, ont profondément marqué la société. Les campus universitaires ont rejeté la guerre du Vietnam et des figures féminines apparaissent dans les milieux militants. Par ailleurs, une partie des Américains ne portent plus le même regard sur la guerre. De nouveaux enjeux émergent, comme le contexte économique après la crise pétrolière de 1973 ou la poursuite des luttes pour les droits civiques. Les soldats américains revenus de la guerre en font le constat, à l'image de Ron Kovic, revenu de la guerre paraplégique. Dans son livre autobiographique, il remet en question toutes les valeurs qui ont forgé son identité. Ces mêmes questions seront illustrées à l'écran par Oliver Stone. Dans le film né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine et date de naissance de Ron Kovic, blessé à la colonne vertébrale et paralysé à vie lors d'un assaut particulièrement violent. Ron Kovic est incarné par Tom Cruise qui nous immerge dans ses moments les plus difficiles. Le film évoque plusieurs thématiques, notamment l'éducation qu'il a reçue, laquelle a conditionné sa vie de jeune patriote. Oliver Stone filme la vie morbide de son protagoniste alité dans un lit d'hôpital,
pris en charge par des hommes et des femmes issus des ghettos, tandis que les fonds de l'hôpital sont réduits afin de continuer à financer la guerre. Malgré ces événements douloureux, Ron Kovic mènera une vie ponctuée de rencontres parfois atypiques qui l'encouragent à se réinsérer dans la vie, comme Luke Martin, personnage fictif du film Coming Home de 1978 de Hal Ashby. Le réalisateur met en scène Bob High, un capitaine de l'armée américaine volontaire pour la guerre du Vietnam. Sa femme, Sally, interprétée par Jane Fonda, décide dans l'attente de retrouver un sens à sa vie. Elle devient donc bénévole à l'hôpital des vétérans. Là-bas, elle rencontre Luke, un ancien combattant devenu tétraplégique. Sally apprend à le connaître et progressivement tombe amoureuse de lui. Tout au long du film, Sally est dans un triangle amoureux, elle doit faire un choix entre Bob et Luke. Le dilemme se complexifie à chaque scène, porté par Hal Ashby, où ce dernier délivre une détresse des soldats revenus de la guerre. Peu de films comme Retour est né un 4 juillet s'attardent sur ces soldats croyant lutter pour une noble cause, s'engageant pour marcher dans les pas de leurs pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, pour au final s'embourber dans une guerre inutile, incomprise et mensongère. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir des films.